Nouveau rendez-vous de l'échiquier international, le premier de la semaine. Bonsoir. L'affaire du jeune franco-algérien Nahel a suscité de nombreuses réactions, avec d'ailleurs un traitement médiatique spécieux en Hexagone. En tout premier lieu, la police française a essuyé de nombreuses critiques au lendemain de l'incident. Mais au-delà de l'affaire, nous avons voulu plutôt diagnostiquer les ressorts de l'événement en question sur le front social. Une telle séquence qui fait ressurgir des problèmes sous-jacents dont est gangrénée la société française et occidentale de manière générale. Y a-t-il une résurgence du populisme, lui oublié du rendez-vous de la mondialisation, qui fait son retour bon an mal an, tantôt par une colère urbaine, type affaire Nahel, Gilets jaunes, la prise du Capitole par les partisans de Trump, les émeutes de Rotterdam en 2011, pour ne citer que, ou encore un retour sous un autre aspect s'effectuant par les urnes avec un populisme sur la scène politique, Trump et Bolsonaro hier et peut-être demain Orban, Erdogan ou d'autres partis dits d'extrême droite en Suède, au Danemark ou en Autriche. Problèmes économiques, problèmes de racisme, crise de confiance à l'endroit des autorités en général. Se dirige-t-on vers des sociétés américanisées où le vivre ensemble est mis au conditionnel? On tentera de démêler les chevaux de toutes ces thématiques avec vous ce soir. Thématique de l'émission de ce soir, des violences urbaines qui interrogent malgré tout un modèle économique, social et culturel français et européen. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Riccardo Nicolai. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Vous êtes auteur et on va avoir le temps de revenir sur vos travaux dans un instant. Et avec moi, j'ai le plaisir également de recevoir le professeur Brahim Gendouzi de l'université de Tizi Ouzou. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, sans plus attendre, commençons par vous, Nicolai Riccardo. Vous êtes auteur, donc vous questionnez les symboles et les maniers dans vos écrits. Violence urbaine, 5e nuit consécutive d'émeutes en France. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron doit intervenir dans quelques minutes. Ce qui est étonnant est que la colère a été aussi irriguée à partir d'un lieu symbolique qu'est la faculté de Nanterre, comme en 68, en 2002 et aujourd'hui donc en 2023. Ce retour du lieu symbolique qu'est Nanterre, est-ce que cela vous étonne? Ah oui, bien sûr, cela m'étonne, mais c'est justement à partir de cet événement très triste qu'il faut commencer à faire une analyse profonde des causes qui ont porté à cette tragédie en France. Moi, je pense, en tant qu'Italienne, j'ai une opinion personnelle. Je ne connais pas trop bien le cas de la France, mais en Italie, il y a des problèmes à niveau social, à niveau du travail. Il y a un très gros problème économique. C'est de là qu'il faut partir pour moi. Nous, on veut aller au-delà du modèle français, c'est-à-dire on veut questionner le modèle européen économique occidental. Est-ce qu'il est aujourd'hui de plus en plus fragilisé? Est-ce que ces violences urbaines est un des syndromes de cette fragilisation? Oui, je pense que il faut partir des années 80, là où à un certain moment la force des syndicats a perdu sa force justement, et il y a une fragilité dans la société. Donc il y a une fragmentation sociale, il y a de plus en plus de classes sociales, il y a de la pauvreté. On va en parler. Oui. On va en parler. Professeur Gendouzi, 5e nuit de violence où des boutiques de grandes marques ont été prises pour cible, mais des porte-paroles de syndicats de policiers évoquent une violence aveugle, mais font état aussi de jeunes adolescents qui pénètrent des supermarchés pour prendre de la nourriture comme du lait, des œufs, chose inexistante en 2005.
Alors, il y a, il me semble, en France, comme dans d'autres pays européens, même aux États-Unis, il y a une fracture sociale. La fracture sociale, elle est sur le plan doctrinal, c'est la crise du système néolibéral qui a entraîné à son tour une crise de la dérégulation des marchés et des services publics, ce qui fait qu'actuellement, il y a une crise sociale, il y a ce qu'on appelle un déclassement des classes moyennes, et ça donne toutes les violences que vivent certains pays européens, particulièrement la France. Et d'autres pays ont trouvé une parade à cela. C'est grâce à l'une, il y a les extrêmes droite qui arrivent au pouvoir. Et les extrêmes droite développent un discours de nationalisme économique pour, disons, contredire les processus de mondialisation qu'il y a eu une dizaine, une vingtaine d'années de cela. Ricardo Nicolai, revenons au symbole. Il y a une image du jeune révolté de banlieue en colère, construite par le show business et les médias, mais également en Italie. Et quand on voit par exemple la représentation dont on a affaire quand on regarde des séries où il est question de jeunes Siciliens, on les présente toujours de la même manière, c'est-à-dire on essentialise les banlieues, comme en France, comme en Italie, à travers ces figures de gangstérisme, en faisant fi que la majorité des habitants de ces banlieues sont des travailleurs de classe populaire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut souligner qu'en Italie, pour la première fois dans l'histoire de la République italienne, c'est le parti de la droite extrême qui est au gouvernement du pays. Et cela, pour moi, vient du passé, c'est-à-dire vers la fin des années 80 et le début des années 90, qu'un nouveau sentiment s'impose en Italie, c'est le populisme. C'est avec la naissance de nouveaux partis politiques comme la Lega Nord de Umberto Bossi et le Forza Italia de Silvio Berlusconi, qui font du populisme leur politique. Justement, professeur Guendouzi, sur cette notion de classe moyenne occidentale et classe populaire, elles ont de plus en plus de mal à se faire entendre depuis des années, à part à travers des colères comme ceux des 5 derniers jours, ou encore à travers un vote allant vers les partis dits populistes. Est-ce que l'on observe le retour d'une lutte des classes ? Effectivement, parce que ce qu'on appelle maintenant le déclassement des classes moyennes, c'est dû à des pertes d'emplois, à des fermetures d'usines, à des délocalisations et à la déréglementation des services publics, ce qui fait que dans beaucoup de pays, les grandes villes par exemple, il y a des bastions de chômage très importants et c'est dans ces bastions de chômage que se développe des fois la violence. Et pour le cas de la France par exemple, les banlieues des grandes villes françaises ont toujours abrité des citoyens français qui sont un peu marginalisés, pas d'emploi, pas d'accès aux services publics. Et à chaque fois que l'occasion est donnée, on a vu ce que cela donne comme manifestation, comme violence. C'est des dérives qui vont avec tout un processus. D'autant plus que les États eux-mêmes sont un peu désarmés parce qu'ils sont tout d'abord endettés. Et puis, ils n'ont plus de ressources fiscales puisque la plupart des grands groupes financiers, des grands groupes industriels pratiquent ce qu'on appelle l'évitement fiscal ou l'optimisation fiscale. Ce qui fait que maintenant, les États de ces pays-là se trouvent désarmés parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour appliquer des politiques publiques cohérentes. Ricardo Nicolai, je me retourne vers vous. La figure du populeux ou de l'homme ordinaire, le travailleur, l'ouvrier à l'usine, n'a pas bonne image en France et en Occident. Par exemple, dans le cinéma italien, c'était une figure célébrée dans les années 70, puisqu'elle portait la société sur ses épaules. Aujourd'hui, le populeux souffre de toutes les tares dans l'imaginaire médiatique. C'est-à-dire il est moche, il est sale, ivrogne, bête, raciste. Comment expliquez-vous ce glissement au niveau de la sémiologie de l'image ? Mais dans la moitié en 1984, il y a eu
un fait très important en Italie, c'est-à-dire la chute d'un mécanisme qui permettait d'aligner le salaire à l'inflation. En Italie, ça s'appelait la scala mobile. Alors, à partir de là, de cet événement, l'ouvrier a perdu son pouvoir économique. Il est devenu de plus en plus pauvre. Et c'est pour là qu'il s'est senti trahi par le syndicat et par le parti de la gauche traditionnelle. Et voilà. Mais comment expliquez-vous justement ce que vous appelez cette trahison des classes politiques? Moi, je pense que le parti qui s'occupait des ouvriers, c'est-à-dire le Parti communiste italien, le Parti socialiste, la démocratie chrétienne, ont de plus en plus, ils se sont occupés de plus en plus du capital. C'est-à-dire, le Parti communiste en France, en Italie, était un des plus puissants et des plus oui, bien plus sûr, nombreux bien sûr. Allez-y, Il était 34% de l'électorat. Mais il y a eu beaucoup de procès qui ont éloigné le parti politique et le syndicat de la classe ouvrière. C'est-à-dire que le Parti communiste avait de plus en plus de mal à représenter les interrogations ou les inquiétudes de ces classes populaires. Oui, à mon avis, il n'était pas capable de lire les nécessités de la réalité. Il y avait peut-être un problème d'adaptation d'une époque, c'est-à-dire on avait du mal, les partis politiques classiques avaient du mal d'adapter leur modèle d'une époque à une autre, c'est ce que vous dites? Oui, exactement, oui. Professeur Guendouzi, durant les 30 Glorieuses en France, mais en Occident, il y avait une sorte de dynamisme d'intégration économique où l'ensemble du corps social s'enrichissait, c'est-à-dire un corps social qui était une représentation authentique de la société et des gouvernements, jusqu'à la période de la dérégulation des années 80 où les chefs de file étaient Margaret Thatcher et Ronald Reagan, cette époque de dérégulation ambiante. Pourquoi, selon vous, cet ascenseur social généralisé s'est cassé ? C'est-à-dire un moteur économique visant à intégrer le plus grand nombre, il s'est complètement fracturé. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un dysfonctionnement? Ou est-ce qu'on l'a cassé volontairement? Alors, c'est pas volontairement, c'est une évolution historique, puisque avec l'évolution technologique au niveau mondial, les innovations qu'il y a eu, avec l'évolution qu'a connue le transport international, particulièrement le transport maritime, on a réussi à réaliser ce qu'on appelle maintenant les chaînes de valeur mondiales, la fragmentation des processus de production sur différents espaces. Et donc, ça a entraîné les processus de délocalisation d'activités économiques, d'activités industrielles. Et cela a donné, comme disait le collègue italien, ça a donné une mutation dans les militants des partis de gauche à l'époque et des syndicats, puisque maintenant dans les pays européens ou même aux États-Unis, ceux qui adhèrent dans les partis de gauche maintenant, ce n'est plus la classe ouvrière des années 60, 70 ou des années 80. C'est un renouvellement en termes de processus, c'est des intellectuels, c'est dans les services, les marchés du travail sont maintenant se sont transformés, ils ont évolué vers une flexibilité. Et donc, il y a un renouvellement de la base militante d'un certain nombre de partis, mais également, il y a eu des pertes d'emplois énormes qui n'ont pas été remplacées. Il y a un déclassement des classes sociales moyennes et, ce qu'on appelle des différences sociales énormes, flagrantes, qui font que maintenant, les sociétés se sont fracturées et cela a donné ce qui se passe maintenant, c'est le retour à ce qu'on appelle le nationalisme économique ou le populisme
Et la première expérience déjà vécue réellement, c'est le Brexit qui a fait que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne et l'arrivée d'extrême droite avec une nouvelle base militante dans beaucoup de pays européens, comme par exemple l'Italie ou récemment, c'est aussi en Grèce et peut-être en France, il a fallu un débat pour séparer la représentante de l'extrême droite et l'actuel président. Donc il y a ce processus qui est encore en cours et qui va continuer probablement tant que le débat sur la mondialisation reste encore vif entre pays. Ricardo Nicolai, c'est intéressant ce que disait le professeur Gendouzi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de colère des classes moyennes populaires qui est représentée par le Brexit ou par des votes parfois allant vers des partis dits de droite extrême, mais n'est-ce pas au fond l'expression de la démocratie authentique, c'est-à-dire des gens qui veulent se faire entendre, des déclassés qui ne trouvent plus de relais d'expression dans les médias classiques et qui essayent, bon an, mal an, de se faire entendre avec les moyens du bord. Oui, c'est ce que je pense. En fait, le parti traditionnel dont je parlais avant, le parti de la gauche, ceux qui représentaient la classe moyenne, ils ont perdu leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils ont oublié que leur travail est à écouter les nécessités du peuple. De plus en plus, cette façon a été oubliée par les partis du gouvernement en Italie notamment. Et voilà que le peuple, la classe moyenne, doit inventer de nouveaux moyens pour se faire entendre. Professeur Gendouzi, je voudrais vous faire réagir sur un propos signé Warren Buffett, le grand milliardaire américain et spéculateur, qui a dit la guerre des classes a eu lieu et c'est ma classe qui l'a gagnée. Un commentaire. Écoutez, dans ce débat, et je pense que c'est le capitalisme dans sa globalité qui évolue. Donc, il y a toujours, disons, des parties prenantes qui reculent, il y a d'autres parties prenantes qui avancent. Mais en tous les cas, sur le plan doctrinal, nous sommes maintenant convaincus que le néolibéralisme tel qu'il a été pratiqué dans de nombreux pays, et surtout aux États-Unis, montre ses limites. Et que ces limites-là ont entraîné une évolution des politiques internes et sans oublier les pratiques des grandes firmes, des grands groupes industriels qui font du lobbying pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts, pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle maintenant l'évitement fiscal et pour pouvoir rester dominant. Parce qu'il y a en fin de compte un rapport de force entre les États qui ont leur population en face et les grands groupes industriels et financiers qui ont d'autres intérêts et qui vont dans la sauvegarde de ces intérêts à l'échelle mondiale. Alors justement, professeur Gendouzi, je reste avec vous. Les chantres de Davos, ces oracles patentés qui nous vantaient la mondialisation heureuse à l'aune des années 2000, et alors la cartographie du millénaire, selon eux, est la suivante: une Chine et l'Inde devenant les ateliers du monde, et une société occidentale se dirigeait plus vers les activités de service, c'est-à-dire les activités à la personne, c'est-à-dire tout ce qui est service, en menant une désindustrialisation ambiante. Sauf que depuis, la Chine a opéré via des échanges avec l'Occident un transfert de technologie. Et résultat, aujourd'hui, on a une Chine qui envoie des satellites dans l'espace et l'Inde qui fabrique des iPhone 14 et l'Occident économiquement qui subit une désindustrialisation outrance et un modèle social en déficit.
Alors, il me semble, si c'est moi qui vais intervenir, il me semble qu'il y a de nouvelles pratiques qui apparaissent apparemment dans les pays industrialisés, notamment ceux qui défendent un certain nationalisme économique pour mettre en cause la mondialisation telle qu'elle a été pratiquée. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont dans le sens du développement durable et sans la recherche et la création de valeur dans des activités comme l'agriculture, comme les énergies renouvelables ou l'eau, parce que le souci, c'est arriver à une décarbonation d'activités industrielles, c'est parce qu'il y a des lobbies où il y a des politiciens derrière les mouvements écologistes qui défendent ces intérêts-là, et je pense que c'est déjà une évolution importante. D'autre part, l'économie mondiale, dans certains pays globalement, sont à la recherche de ce qu'on appelle maintenant l'économie 4.0. C'est les plateformes numériques, c'est la robotisation, c'est la sécurité informatique. Donc il y a des investissements énormes qui vont dans ces activités et qui vont bouleverser le fonctionnement des économies nationales d'ici 2030-2040. Et c'est d'autres rapports de force qui vont émerger de ces activités-là. Ricardo Nicolai, le choc économique et social d'une mondialisation avec une classe moyenne de plus en plus en déshérence sociale, est-ce que, d'après vous, l'Occident, pour maintenir une forme de compétitivité face à une Chine, par exemple, a-t-il décidé de sacrifier un pan entier de sa société ? Oui, je pense que oui. Malheureusement, ceux qui règlent la société, l'Occident, et pas seulement l'Occident, ce sont les capitaux. Le monde nous dit que le modèle qu'on a choisi, c'est le modèle du néolibéralisme. Et cela signifie que si on décide d'épouser un modèle néolibériste, en même temps, on a décidé d'effacer l'homme. L'homme, la classe moyenne, le peuple, ceux qui ont besoin. Professeur Gendouzi, on arrive à la fin. Et comment vous voyez le futur de ces sociétés occidentales qui subissent le choc de la mondialisation? Alors, les sociétés occidentales, ce qu'on appelle le modèle occidental de façon générale sur le plan économique et social, montrent ses limites actuellement, puisque on constate qu'il y a d'autres forces économiques qui émergent et qui sont représentées dans ce qu'on appelle maintenant le BRICS, mais pas uniquement les 5 pays. Il y a d'autres pays qui émergent économiquement, qui produisent, qui ont une base productive large et qui représentent globalement en termes de représentation de la population mondiale, c'est une espèce de contre-projet extérieur, représente une force certaine. À titre d'exemple, en 2023, le PIB des 5 pays du BRICS dépasse le PIB du G7, les pays les plus industrialisés dans le monde. Donc c'est une évolution palpable et que cela va donner d'autres évolutions, notamment on parle maintenant de la dédollarisation. Il y a cette crise sociale globale dans beaucoup de pays industriels et la remise en cause d'un système économique occidental qui commence à montrer ses limites actuellement. Voilà, ça sera le mot de la fin avec signé professeur Brahim Gendouzi, professeur d'économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'avoir été des nôtres. Face à vous, l'auteur italien en direct de la belle région de Toscane, Ricardo Nicolai, auteur et écrivain. Merci également. Quant à moi, il ne me reste plus à vous remercier, vous, chers téléspectateurs. Une émission à retrouver, l'Échiquier International, une émission à retrouver tous les jours, et ainsi que sur nos plateformes Internet habituelles. Et je vous dis à demain pour un autre numéro. Merci.